il y a toutes les choses qu'on voit que l'agent va faire, les photos, la vidéo, toutes les choses concrètes. Mais la vente, psychologiquement, tout peut casser à n'importe quel moment pour une petite graine du doute qui va être plantée dans la tête du vendeur ou de l'acquéreur. On a besoin de beaucoup rassurer et on a besoin de maîtriser de A à Z pendant plusieurs mois beaucoup de choses. Et ça, je trouve que ça a beaucoup de valeur et que notre rôle, il est là. On a tous la possibilité aujourd'hui. Il suffit de pousser la porte. Tu peux partir vraiment de zéro et te dire « c'est pas fait pour moi, je suis nul, j'y arriverai jamais, je vais affronter les gens ». Et en fait, chaque jour t'évolues. Le seul truc qu'on peut pas donner, à mon sens, aux gens, c'est la motivation pour tourner la clé dans la porte, pour ouvrir la porte, démarrer le truc et dire « ah tiens, l'immobilier, ça m'intéresse. Je ne me pose pas la question de ce que je veux acheter quand je vais faire mes courses et de ce que je mets dans mon frigo. » C'est des petits détails qui finalement déjà disent « t'achètes de la sérénité », on dit en toute sérénité. Et je dis pareil à ma chérie, ce que je veux, c'est de la sérénité dans ma vie. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leur succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour Thibaut. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce podcast qui s'appelle Success Immo et je suis très content de te trouver aujourd'hui ici dans ce studio autour de cette table pour qu'on puisse discuter de plein de choses. Ouais, merci de m'avoir invité. Qui sont liées à ton parcours, qui sont liées à l'immobilier. Et c'est très marrant et je vais tout de suite en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur ce plateau et justement qui me posent la même question et tu n'es pas une exception à me dire mais j'ai rien préparé. Exactement. Et de quoi on va parler? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Et en plus, c'est pas la première fois que j'ai ce cas de figure d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément là depuis extrêmement longtemps dans le réseau, qui n'est pas forcément sur le terrain ou autre. Toi, dans ton cas de figure, tu es dans l'immobilier depuis un certain temps, on va en parler, mais tu viens tout juste d'intégrer Algem Immobilier. Oui. Et c'est pour ça que tu me dis, quand je t'ai appelé pour dire, tiens, viens sur le plateau, etc., tu m'as dit, oui, mais attends, y a d'autres personnes qui sont passées, etc. Oui, mais c'est pour ça que je viens de dire en amont que chacun, je pense, a un beau parcours, a des choses à raconter. Et je suis persuadé que dans le peu de fois où je t'ai rencontré, on a discuté, j'ai décelé des choses très intéressantes. Et justement, aujourd'hui, on va aborder des sujets que j'ai encore pas du tout mis sur la table, entre guillemets. Okay. Donc, je suis impatient de discuter avec toi. Mais avant d'aller dans les sujets que moi, j'ai au fond de ma tête, que je veux aborder. L'idée, c'est de comprendre un peu ton parcours. Oui. Comprendre qui tu es, qui est en fait Thibaut, d'où il vient, depuis combien de temps il fait de l'immobilier, qu'est-ce qu'il a fait avant. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Déjà, merci de m'avoir invité. Je vais essayer d'être assez exhaustif sur le parcours. Déjà, je suis très content d'être à cette place parce que je sais que dans ce siège, il y a eu pas mal de ce que j'appelle des stars, entre guillemets, dans l'immobilier. Il y a des gens comme Florent Combe, mon manager, comme Yann Euzé, Jennifer, Benjamin Fallet, etc. Plein de gens chez LGM qui produisent 160, 200, 250 cas par an, qui managent, qui ont une super belle vie et en fait qui ont un lifestyle aujourd'hui grâce à l'immobilier qui me semble extraordinaire et qui allie le confort financier et la relation humaine, garder les valeurs humaines. Et ça, j'ai adoré. C'est ce qui m'a attiré aussi chez LGM et c'est ce que je retrouve chez mon manager Florent Combe. Donc, j'ai la chance d'être là. J'espère que je vais dire des choses intéressantes. Pour parler de moi sur quelques points, alors les valeurs humaines, tu l'as compris, c'est important pour moi. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Le premier point déjà qui me touche, c'est que moi, je viens d'une famille d'ouvriers, une famille de salariés. Mon père, ma mère était infirmière, mon père a monté tous les échelons dans une boîte de formation. Voilà, on n'est pas entrepreneur, ça fait peur d'être entrepreneur. Et je suis très heureux de pouvoir en parler aujourd'hui parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas. J'ai commencé l'immobilier il y a 18 mois, j'ai fait quelques ventes, bon je m'en sors pas mal et j'espère que ça va continuer, je touche du bois, mais je pars de zéro. J'allais dire, je pars de loin, ouais, je pars de zéro, on ne peut pas partir de plus loin. Et finalement, tous les gens qui sont autour de toi t'envoient leur peur au départ, te mettent un peu des boulets aux pieds, mais c'est bienveillance parce qu'ils t'aiment, ils ont envie que tu réussisses.
Et puis, finalement, voilà, de fil en aiguille, c'est step by step, marche après marche. Tu prends des murs, tu tombes, tu te relèves. Et je trouve que l'aventure est super belle et qu'on peut avoir un beau parcours. Et je pense que chez LGM, c'est pas pour mettre en avant absolument ce réseau plutôt qu'un autre, mais j'ai trouvé ma place et les valeurs qui me correspondent, humaines. Chouette. Et voilà, je pense que LGM peut m'aider à réaliser ce beau parcours et avoir ce lifestyle qui fait rêver parce que c'est difficile à avoir aujourd'hui. Ça fait rêver beaucoup de personnes. Ça m'a fait rêver, moi, pendant longtemps. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est pas destiné à tout le monde, c'est faux. C'est destiné à tout le monde, mais tout le monde ne saisit pas la chance de pouvoir rentrer dans le système qu'il faut, mettre en application du travail, parce que ça tombe pas du ciel, et ensuite avoir tout ce qui découle de ça. Ça, c'est chouette. Oui, et je veux rebondir justement là-dessus parce que j'ai eu une première expérience, là je viens d'arriver chez LGM, tu le sais, et pendant mes 18 premiers mois, j'ai eu une première expérience dans l'immobilier où ça recrutait beaucoup. Mais il y avait beaucoup de turnover aussi. Il y avait beaucoup de gens qui arrivaient en formation et puis il y avait beaucoup de gens qui repartaient. Je crois que sur un peu plus de 12 mois, il y a dû avoir entre 40 et 50 personnes qui sont arrivées, mais entre 40 et 50 personnes qui sont reparties aussi. Parce qu'on était toujours le même nombre au bout de ces 12 mois. Donc, beaucoup de turnover. Et finalement, j'ai décelé un truc, c'est que j'ai fait énormément de belles rencontres sur ma première année dans l'IMO, là-bas. Et il y avait beaucoup d'agents vraiment super sympas, des beaux profils. Et j'ai décelé un truc, c'est qu'il y a plein de gens hyper intéressants. Et à mon sens, beaucoup plus qu'on ne croit. Et je pense que si les gens sont bien managés, si les gens après suivent une méthode, parce qu'il y a une méthode et elle y est aussi chez LGM, mais si les gens sont bien managés, qu'on arrive à les prendre, à comprendre comment ils fonctionnent et à respecter leur rythme, ils peuvent arriver à vivre de l'immobilier. Je pense qu'il y a plus de personnes qu'on ne croit qui peuvent arriver à vivre de l'immobilier. Alors moi, j'ai beaucoup le syndrome de l'imposteur au départ, je l'ai encore. Il y a un vrai travail à faire sur la confiance en soi et je bosse encore dessus. Mais voilà, je pense vraiment que l'immobilier peut être une opportunité à partir du moment où on aime ça, pour beaucoup de gens. Pour la petite histoire, tu m'as demandé de parler de moi brièvement. Il y a 2 ans, alors je te raconte tout. Ouais, vas-y. Mais il y a 2 ans, j'ai été avec une fille avec qui je suis plus maintenant, t'as compris. Mais j'étais avec une fille, quand je me suis mis avec, elle m'a dit « Thibaut, il y a une chose importante pour moi. J'étais pendant 7 ans avec un gars. » Je suis sûr que c'est vrai. J'étais pendant 7 ans avec un gars et je me suis séparé parce qu'en fait, ce gars, il a fait une reconversion dans l'immobilier. Il s'est mis à bosser comme un dingue. Du coup, il m'a délaissé et du coup, on s'est quittés. Et en gros, ma peur bleue, Thibaut, c'est presque que... ça me fait même pas rire parce que ça me touche. Ma peur bleue, c'est que tu m'abandonnes d'une certaine manière sur ce genre de choses. Et moi, j'avais ma boîte à l'époque, en photo, on va en parler. Et je lui dis, écoute, t'inquiète pas, moi, mais c'est vrai, l'immobilier, ça ne me parle pas, mais du tout. C'est pas mon truc. Je te rassure, je n'irai jamais là-dedans. 9 mois plus tard, malheureusement, ou en fait, heureusement, parce que je suis super épanoui et que j'adore ce que je fais, 9 mois plus tard, je démarrais dans l'IMO. Et malheureusement, il s'est passé bis repetita, quoi. Je me suis investi à fond dans mon boulot, j'ai bossé sans compter. Et puis, voilà, on a fini par se séparer. C'est incroyable ton histoire. C'est dingue. Pas du tout destiné à l'IMO au départ. En tout cas, je pensais pas. Certainement par manque de confiance en moi aussi, parce qu'il y a le côté commercial. On se dit, il va falloir parler à des gens. Tu as l'impression que tu vas affronter des gens au départ. Alors que c'est pas du tout ça. Il y a une question de mindset aussi, de travail sur soi. Et ouais, finalement, l'aventure est magique. Chouette, ça c'est chouette. Et je veux rebondir sur ce que tu racontes depuis tout à l'heure, parce que il y a un attrait, je pense, qui est hyper important dans le monde. Je ne parle pas de l'immobilier, je parle en général chez l'être humain. C'est cette capacité à s'auto-saboter, liée à beaucoup de facteurs. Plein. Ça peut être l'environnement social, ça peut être l'environnement même géographique, etc. C'est lié à plein de choses, l'éducation et autres. Mais on se retrouve en fait à se saboter notre capacité à pouvoir aller bien au-delà de qui on est aujourd'hui et de toucher vraiment du doigt les rêves qu'on a envie. Que ce soit un rêve de style de vie, que ce soit un rêve de
de créer justement une osmose, une balance entre, par exemple, vie professionnelle, vie personnelle, etc. Oui, c'est un sujet aussi. Ouais, il y a plein de sujets où le fait, par exemple, comme tu disais, de se lancer dans l'immobilier et de ne pas réussir, comme là où tu étais avant, où il y avait beaucoup de recrutement, mais beaucoup de déperdition derrière. Ouais. Et je pense qu'il y a, je ne vais pas te donner un chiffre, et quoique si j'en donne un, c'est peut-être 90%. 90% de la réussite, c'est lié à ce qu'on a dans notre cerveau et notre capacité à voir les choses différemment. Et non pas lié à des techniques de vente, non pas lié à tout ça. Et tu as dit un truc très juste. Comment tu l'as dit ? J'ai perdu les mots propres. C'est qu'on n'est pas dans la confrontation. C'est ça, je crois, le mot que tu as. Oui, au départ, on a l'impression... Moi, j'avais le sentiment que j'allais devoir affronter des gens. Voilà. Mais le mot, il est très juste. Parce que c'est le sentiment qu'on a pour tous quand on se lance dans l'immobilier ou quand on est dans l'immobilier d'une manière commerciale. C'est ce qui se passe. C'est qu'on va à l'aventure, on charge notre fusil, etc., pour aller faire notre pitch téléphonique, pour aller convaincre des clients, pour leur faire changer d'avis. Ou, comme ils le disent très bien, pour faire baisser notre prix. De toute façon, vous allez faire baisser mon prix, hein, monsieur l'agent immobilier. C'est la caricature. Mais c'est un peu la réalité. Parce que moi, ça fait un peu plus de temps que je suis dans l'immobilier. Et je viens justement, pas de l'ancienne école, parce que je ne suis pas si vieux que ça. Je viens de faire mes 40 ans, bon. Mais j'ai commencé à 20 ans l'IMO. Et il y a 20 ans en arrière, par exemple, l'agence Pignon sur rue, c'était encore le modèle. Tu étais au balbutiement des recherches sur Internet. Et quand je discutais avec les vieux de la vieille, qui aujourd'hui sont retraités ou malheureusement ne sont plus là, et il y en avait un que j'aimais bien, justement, qui était un des pionniers sur la commune où j'étais, le vieil agent immobilier, etc., et qui me racontait justement ces anecdotes où tu étais dans une époque où tu prenais des photos, tu les développais. Ouais, c'est ça. Ok. Je me rappelle des souvenirs, ça. Tu les mettais donc dans ta vitrine, etc. Tu t'organisais pour acheter les journaux du coin, pour faire soit des parutions, ou soit des fois il y avait des journaux d'annonces gratuites ou payantes, où le particulier mettait sa petite annonce, donc la fiche téléphonique sur ton ordinateur, au chaud, t'oublies, hein, c'était, fallait chercher le journal, l'acheter, enfin bon. C'était un autre monde. Aujourd'hui, le métier a été bouleversé. Mais pourquoi je fais toute cette image ? C'est parce que le rôle de commercial avait plus de chances d'avoir des résultats. Parce que le client avait moins de moyens de comparaison. Le client était dans une atmosphère où, en général, le métier de la vente, l'immobilier, les voitures, les cuisines, les foires expo, ça existe encore, hein, ça marche bien, c'est le commercial. C'est le mec cheveux gominés, c'est presque un peu comme moi là. Mais le mec qui... Il y a peut-être un rôle à jouer, attention. Moi je l'ai fait pendant quelques années, j'ai été, j'allais dire élevé au biberon là-dedans, mais non, pas du tout. Mais j'ai eu des méthodes quand j'ai commencé dans l'immobilier où j'ai eu tout un cursus de formation pour faire du commercial. Et j'en parle, hein, où j'ai eu une transition, j'ai eu pas tout à fait la moitié de ma carrière comme vraiment commercial et une autre moitié où j'ai été conseiller, ça n'a rien à voir. Et c'est très lié tout ce que tu dis parce qu'en fait, on a tout ça derrière nous qui fait que l'image de l'agent immobilier, le comportement de l'agent immobilier, tout ça fait que c'est une réalité. Et on a bifurqué depuis quelques années dans plein de secteurs économiques sur plus de rôles de conseil. L'immobilier, bien évidemment, en fait partie, mais tu as les banques, tu as tout le monde. Hein, aujourd'hui, tu vas à ta banque, tu as des canapés à l'entrée, tu discutes avec ton conseiller. Et ben, en arrière, c'était pas ça. Hein. C'était le banquier, le bureau fermé, feutré. C'était pas la même relation. Et c'est marrant, mais parce que du coup, l'interprétation que toi, tu as eue, et l'interprétation de beaucoup de gens, et la majeure partie de ceux qui se lancent dans l'immobilier, ont cette crainte justement de dire « Ouais, mais attends, je vais commencer dans un métier où je vais devoir aller, pas à la guerre, mais affronter mes clients. » C'est un peu l'image que j'avais au départ. Et c'était l'image, c'est la caricature, comme tu l'as très bien dit, du commercial. Hein. Et c'est pour ça, au départ, que je m'étais dit jamais je pourrais faire ce métier. Et en arrivant dans l'immobilier, je me suis dit mais moi, je suis très humain. C'est les valeurs humaines, le partage, écouter l'autre. C'est hyper important pour moi. Et du coup, si je travaille dans l'immobilier, peut-être que ça va être une force, mais je veux le faire comme ça. Je veux pas entendre des gens dans l'IMO, parce que quand tu commences dans l'IMO, tu travailles avec tes proches. Le premier appart que j'ai vendu, c'est l'appart de mon père qui avait investi en Pinel, en défisque, et puis fin de défisque. C'est classique. Et puis aujourd'hui, je vends encore un appart de ma famille. Et tu travailles avec des gens, ou alors que tu as eu...
que tu as vraiment dans ton cercle proche. Je suis castelnauvien depuis petit, j'habite depuis 27 ans à Castelnau, à côté de Montpellier. Donc en fait, tu connais tout le monde te connaît. Et cette notion de respecter les gens, d'authenticité, de bienveillance, de les accompagner dans leur projet jusqu'au bout, mais sans mensonge, sans essayer de truquer les choses. J'ai pas envie que les gens, quand je les recroise dans la rue un an après, pour ma famille en l'occurrence, quand je les revois au repas de famille suivant, ils se disent « Ouais, Thibaut, alors on a vendu, mais en fait, il s'en est quand même pas mal mis dans les poches, il nous a arnaqué, Mais je veux pas de ça. Je veux qu'on ait une bonne relation. » Et puis qu'ils se disent « Mais je vais le recommander. J'ai adoré avoir affaire à un agent immobilier. Je veux qu'on puisse dire ça. » Alors, il y a deux notions là. Il y a la notion de je voudrais, je souhaite, c'est mon idéal d'image que je veux retranscrire, qui peut être bien, mais c'est pas facile. Parce que déjà, t'étais pas du métier, tu avais des appréhensions. Et moi, je m'en suis rendu compte grâce à des personnes extérieures où j'ai été formé, si tu veux, dans des méthodes pures de vente. Et la relation client, t'es un client, je suis le commercial, on y va, il y a les méthodes de négociation, il y a tout ce qu'il faut, etc. Moi, je chiffrais très fort, mais tu avais ce sentiment d'amertume à la fin des clients qui te disaient vous m'avez forcé des fois la main, qui la recommandation t'oublie, j'en avais pas, et autres. Et j'ai bifurqué parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait voir les choses différemment et qui m'ont fait m'aligner plus avec qui j'étais, ce que je voulais, l'humain dont on parle, etc. Et la question que je vais te poser, du coup, c'est toi, c'est ta conviction apparemment naturelle. C'est mon éducation. Je ne sais pas si c'est naturel quand on est, mais je pense qu'on a la chance, ou pas, forcément, d'avoir une éducation. Et je pense que ça, je le dois beaucoup à mes parents, à mes grands-parents aussi. Mais l'éducation joue beaucoup, les valeurs qu'on nous enseigne quand on est petit. Et je suis fier de ça. Je suis fier de pouvoir continuer à les mettre en œuvre et puis j'espère les transmettre à mes équipes, à mes enfants par la suite. Je suis jeune, donc j'ai le temps, mais voilà. Ah, c'est beau ça, c'est cool. Mais t'as le côté, si tu veux, naturel dans le sens, voilà, ta famille qui t'a donné des valeurs, etc., qui sont très bonnes. Mais tu te lances dans l'immobilier. Et l'immobilier, c'est un vrai métier. Oui. Voilà, et j'insiste là-dessus. On n'est pas des ouvreurs de porte. On a un rôle qui est très important dans un projet de vie. On est, je pense, le seul ou un des seuls métiers au monde où on n'a rien à vendre à la base. On doit aller chercher quelqu'un qui veut vendre quelque chose, le convaincre, entre guillemets, lui faire comprendre qu'on va apporter une valeur ajoutée dans son projet. Ensuite, pouvoir présenter à une tierce personne le bien de la première pour ensuite arriver à un terrain d'entente où à la fin, on aura dit « Ouais, j'ai fait une vente ». C'est un schéma hyper long. Tu vends des voitures, tu vends des cuisines, tu vends ce que tu veux. Tu as un stock, tu attends ou pas ton client, mais du moins, tu as quelque chose à vendre. Et j'insiste sur une chose, et j'ai du mal encore à le retransmettre aux clients. Je me rends compte dans mon discours, mais j'insiste sur une chose, c'est qu'il y a toutes les choses qu'on voit que l'agent va faire, les photos, la vidéo, toutes les choses concrètes, mais la vente, et tu le sais très bien, tu le sais mieux que moi, la vente, psychologiquement, tout peut casser à n'importe quel moment pour une petite graine du doute qui va être plantée dans la tête du vendeur ou de l'acquéreur. On a besoin de beaucoup rassurer et on a besoin de maîtriser de A à Z pendant plusieurs mois beaucoup de choses et pas uniquement quand il y a une offre, c'est fini. Et ça, je trouve que ça a beaucoup de valeur et que notre rôle, il est là. Les clients ne s'en rendent pas forcément compte, mais on a un énorme job d'accompagnement de ce côté-là. 100%. Mais du coup, la question où je veux en venir par rapport à tout ça, c'est que on a Thibaut et l'image, en général, que tu as, tes convictions, ton envie forte, l'objectif de rentrer dans l'immobilier. OK. Tu arrives dans l'immobilier. On parlera un peu plus tard de tes scores, parce que tu as quand même eu un très beau score en 18 mois en termes de chiffre d'affaires, etc. J'espère que c'est le début. Bien évidemment. Mais tu as réussi à avoir du coup des résultats et à lier ton comportement, ta vision en général de la relation commerciale, etc. Et alors, c'est dû à quoi? Tu as eu un bon formateur, tu as eu un manager, une équipe. Parce qu'il faut l'apprendre, ce métier. Et juste, je finis, tu as deux voies. Hein. Tu as la personne qui va t'apprendre ce métier sur la manière commerciale, où tu n'aurais peut-être pas pu adhérer, et peut-être que tu aurais dit, non, en fait, l'immobilier, je ne veux même pas continuer. Tu aurais fait 6 mois, tu serais parti et tu aurais retourné dans ton ancien métier ou autre.
ou la voix de la personne qui va quand même t'aiguiller et t'ouvrir les yeux en te disant, tu vois, oui, il y a du commerce, oui, il y a des méthodologies, etc. Oui, mais tout autour de ça, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour mettre l'humain au cœur de tout ce projet et faire en sorte que derrière, ça match et que tout le monde ressorte gagnant, en fait, de la transaction. Et alors, comment on est arrivé à voir ça? Alors, déjà, j'ai été très bien formé. Globalement, une très bonne méthode de formation sur la première structure où j'étais. On m'a appris des bonnes techniques, je partais de zéro et ça m'a très bien structuré. Après, je me suis senti un petit peu laissé tout seul et j'ai choisi de prendre un coach privé qui maintenant, avec qui on s'est séparés, on est encore en contact amicalement, mais avec qui on s'est séparés professionnellement pour différentes raisons. Et donc, j'ai mon manager à nouveau. Mais je trouve qu'être très bien formé au départ et avoir un coach, mais le coach que tu choisis, pas le coach qu'on t'impose. Et donc, chez LGM, finalement, tu vois, je suis rentré aussi parce que j'ai connecté beaucoup avec Florent Combe. Tu connectes avec ton coach et tu le choisis. Je trouve que le choix, humainement, il est hyper important. Donc, la structure de être bien formé et être bien accompagné, coaché, je trouve que c'est 2 clés importantes. Après, comme je t'ai dit avant l'interview, j'essaie de me concentrer en termes de mindset, j'essaie de me concentrer sur le positif à chaque fois. Je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Et je sais que dans la structure où je vais aller et avec les gens qui m'ont accompagné, notamment au départ, j'attendais beaucoup, ils me l'ont dit eux-mêmes, j'étais très exigeant et ils ne pouvaient pas m'apporter tout ce que je voulais. Et je ne voulais pas me concentrer sur le négatif, je voulais plutôt voir le positif et dire Thibaut, ils t'ont apporté plein de choses et ce que tu ne trouves pas là, ne va pas faire des reproches tous les jours pour essayer de absolument le chercher, tu ne l'auras pas à cet endroit-là. Essaie de le trouver ailleurs. Et ce côté humain, après, voilà, c'était mes convictions personnelles et puis ce que je trouvais, parce que je discutais encore une fois avec plein d'agents de mon ancienne agence ou d'autres réseaux, et on partage. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des façons de travailler, des mindsets, des approches qui sont très humaines et qui arrivent quand même à très bien en vivre. Encore une fois, qui sont alignés avec eux-mêmes, qui rencontrent les gens dans la rue et tout le monde les apprécie. Et c'est aussi ce que j'ai adoré, je parle beaucoup de Florent Combe, mais c'est aussi ce que j'ai adoré chez lui. Peu importe où il va, dans le boulot, dans le pro, dans le perso, tout le monde l'apprécie. Et c'est un agent immobilier et il gagne très bien sa vie. Donc, il arrive à avoir, pour moi, cette espèce de lifestyle presque parfait où tu as la belle vie et tu n'as arnaqué personne. Et les choses sont équilibrées, les choses sont alignées. J'adore. C'est chouette, c'est chouette. Et alors, il y a un mot qui est revenu depuis le début, qu'on évoque, l'humain. Ouais. L'humain. On en a parlé dans ta première introduction dans l'immobilier. Il y a les formations, mais il y a l'humain qui a fait que ça a bien fonctionné. Il y a eu du coaching. Alors oui, je te coupe, mais l'humain, il était, pour ma première expérience, les valeurs étaient écrites sur le mur. Mais que sur le mur. Juste pour le coaching, alors? Ouais, non, les valeurs étaient écrites sur le mur. Mais après, tu as des gens qui respectent et tu as des gens qui ne respectent pas. Et j'ai trouvé, sincèrement, mais ce n'était pas lié que à ma première structure, c'est globalement. Je trouve que les valeurs, elles sont beaucoup que écrites sur le mur, malheureusement. Et j'ai eu des plaintes, j'ai eu des clients même qui adoraient mon travail, mais qui se sont plaints par contre de ce qui s'est passé, etc. Par rapport à l'agence, par rapport à plein de choses. Tu vois, par exemple, une plainte par mail et puis pas eu de retour. Mes clients, ils n'ont pas eu de retour. Je les ai vus encore il y a 4 jours. Parce qu'on est au basket, je fais du basket, on est très liés, je les ai croisés le bord du terrain et on s'adore. Mais quand il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse. C'est de la base de l'humain, on a parlé de l'écoute tout à l'heure. Le respect, le minimum. 100%. Et voilà, ouais. Là, je trouve que moi, je suis mal à l'aise avec ça. Donc je ne suis pas mal à l'aise parce que ça s'est bien passé avec moi. Mais je dis, c'est dommage. Moi, ça me rappelle la première agence dans laquelle j'ai travaillé. Moi, je n'ai pas été à droite à gauche. J'ai fait à peu près la moitié de ma carrière dans une agence physique, pignon sur rue, l'autre moitié dans un réseau de mandataires. Et je me rappelle d'une anecdote. Quand j'étais dans cette agence physique où j'étais salarié, donc j'avais le confort, tu sais, de voir mon petit SMIC sur 13 mois à l'époque. Et puis, peu importe que je vende ou je ne vende pas, j'ai ça. Et après, des commissions rajoutées et autres. Alors, j'étais jeune, c'était bien, hein, cette sécurité. Bien sûr. Après, j'ai vite compris que mes copains d'en face qui bossaient de la même manière que moi, ils gagnaient 2 fois plus dans un réseau de mandataires. Donc, j'ai bifurqué là-bas. On était un peu plus mature et autres, ça c'est certain. Mais je me rappelle de cette anecdote folle où j'avais galéré.
Mais c'était compliqué avec ses clients, acheteurs, je parle, pour leur trouver quelque chose. Et je les suivais depuis un moment. Et enfin, bingo, je trouve ce qu'ils veulent. Ils sont hésitants. On arrive à trouver les mots qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment se lancer, pour faire tout ce qu'il faut. Je fais la négociation qui était rude. Ouais. Je fais tout. Et à l'époque, tu vois, on signait des compromis en agence. Je l'ai fait aussi. Et j'en suis revenu. On faisait les compromis en agence. Et la petite particularité, c'est que les compromis, je passais la main à mon directeur d'agence. C'est le seul truc qu'il faisait. C'est le seul truc qu'il faisait. Okay. Puis ces réunions désastreuses du matin. Mais bon, ça, dans un autre podcast, on en parlait avec Benjamin, puisqu'il avait bossé avec moi à l'époque chez eux. Et je me rappelle, putain, de ces clients-là, où tu vois, t'es content d'arriver, parce que moi j'accompagnais pour la signature du compromis, bien évidemment. C'est pas parce que je donne cette tâche à un directeur que j'abandonne tout le monde. Je me rappelle très bien, j'étais là, tu sais. Mes clients, moi, directeur, on commence à faire le compromis, etc. Et j'avais ce sentiment, tu sais, de waouh, enfin, après toutes les galères que j'ai eues avec eux, tout le temps passé, les rebondissements, etc. Je te l'ai fait en version ultra courte, mais c'est vraiment ce sentiment de ouais, chouette. C'est ça. Et t'as le directeur, avec son tempérament propre à lui-même, je te fais pas le détail, ok ? J'ai compris. Où on commence à faire le compromis, etc. Et on en arrive au séquestre. Et le séquestre, il faut comprendre que ce n'est pas une obligation. D'accord ? Oui, on fait en sorte de mettre un montant qui est séquestré pour que les acquéreurs montrent leur volonté vraiment de se lancer, plein de choses, etc. Oui. Mais ça n'est pas une obligation. Et les acquéreurs disent nous, en fait, on voudrait verser le minimum ou pas de séquestre parce que on n'a pas envie de bloquer l'argent, là, etc. Et payer comptant. Pas de crédit, rien. Et je me rappelle très bien, mon boss à l'époque, du coup, qui dit non, c'est 5%, le séquestre, et je suis en train de le compléter sur mon ordinateur, donc ça fait je ne sais pas combien de milliers d'euros, etc. C'est 5%. Et les acquéreurs qui disent on vient de vous dire, nous, on aimerait pas grand-chose, un tout petit peu quand même, si vraiment il faut bosser. On met 1000 euros, par exemple, si vous voulez. Et non, c'est 5%, et nous, on ne veut pas, et c'est 5%, et nous, nanana, et ça commence à partir comme ça. Ouais. Et le patron qui dit la phrase magique, c'est 5% ou rien. Ou rien, d'accord. Et ils se sont regardés, ils se sont levés, et ils ont dit, ce sera rien. Et qui m'ont regardé, Nicolas, et qui ont dit, désolé, Nicolas, mais on ne peut pas acheter un bien immobilier, même s'il nous plaît, s'il y a un comportement comme celui-là, et puis s'il y a tout ça. Et ils partent. Et moi, dépité, à me dire, mais attends, c'est lunaire ce qui se passe là quand même, de saboter mon travail. Et on revient sur la petite anecdote que tu as eue juste avant. Et je lui en ai voulu, mais je lui ai dit, mais il a dit non, c'est un Corse, avec son accent, là. C'est 5% ou c'est rien que ça. Je lui ai dit, tu viens de perdre une vente juste parce que tu es comme ça, borné. T'as braqué les clients. Et eux, forcément, n'ont pas fait bonne presse, ni de l'agence, ni même 2 mois après. Même si Nicolas, vous avez été sympa, etc. Nicolas, il bossait dans cette enseigne et j'avais pas forcément les retombées négatives pures, mais les retombées positives que j'aurais pu avoir, il n'y a rien eu du tout. Je te comprends totalement. Quand j'ai eu le souci principal avec mes clients l'année passée et qui m'ont dit la phrase « Thibaut, on t'adore, mais on ne pourra jamais recommander ton agence », à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit « Je vais changer d'agence, c'est sûr. » T'es fou, parce que je ne peux pas bosser H24, m'investir à fond dans mon boulot et puis payer les pots cassés pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est ça. Et c'est En fait, moi, j'ai créé ce réseau justement avec mes expériences. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont contentes de rejoindre en fait LGM Immobilier parce qu'ils se disent, Nicolas, il a une expérience terrain de X années, il sait ce qui s'est passé et il a créé quelque chose qui est en rapport avec ce qu'il aurait aimé avoir. Et c'est le discours que moi je donne, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que des réseaux, il y en a plein. Il y a 190 réseaux de mandataires, tu as des pourcentages divers et variés, tu as des packs divers et variés, tu as plein de choses diverses et variées. Mais le fond, d'accord, c'est que moi, je fais un métier passion, je fais un métier qui est valorisant, je fais en sorte que justement la relation humaine soit mise sur le devant de la scène avec tout le reste, bien évidemment, du package, sac à dos, avec toutes tes méthodes de vente et autres. Mais c'est hyper important pour moi. Et il y a quelque chose que je dis tout le temps ici, c'est que vous êtes des chefs d'entreprise,
vous créez votre propre agence immobilière virtuelle. Ouais. Et moi, derrière, je vais ajouter ce qu'il faut pour que tu sois serein. Comme le slogan de LG Immobilier, en toute sérénité, pour que tu sois serein. Donc oui, je vais te donner des logiciels qu'il faut, oui, je vais te donner des réunions, des méthodes, un staff, etc. Pour que là-dessus, tu sois tranquille et tu ne sois pas en train de perdre du temps, t'énerver ou autre. Ça, c'est mon rôle. Mais toi, tu es sur le terrain, toi, tu es en relation avec les clients, avec les prospects, avec l'image que tu veux donner sur ta commune, la zone que tu travailles, etc. Et c'est primordial que cette image soit de bonne qualité, parce que sinon, tu court-circuites tout. Et moi, c'est mon travail de tous les jours de faire en sorte qu'on puisse avancer vers cette direction. Et je pense qu'il y a une grosse partie de personnes, surtout qui sont sur des changements de réseau ou autres, qui sont attentifs à ça et qui disent, tiens, peut-être, parce qu'au début, on est sur l'incertitude. Hein. Là, ça fait pas très longtemps que tu es chez nous. Tu es encore en train de coger des cases vertes en disant, oui, alors entre le discours de base, oui, et la réalité, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc, tu es en train de cocher des cases vertes. Mais c'est mon rôle, ça. Moi, je suis pas ici en train de dire t'as fait combien de ventes, hein, Thibaut, t'en es où, combien de mandats, etc. Je m'en fous royalement. Chacun a ses objectifs, chacun a son envie. Moi, je l'ai dit tout à l'heure en off avant qu'on commence. Par exemple, il y avait quelqu'un qui venait dans mon bureau avec une grande banane, etc., qui a bien galéré au début, parce qu'il était en reconversion professionnelle. Il a bien galéré, il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré. Et là, il est dans un cycle en ce moment de réussite. Et il enchaîne les actes, et il enchaîne les offres, et il a des très bonnes relations avec ses clients, etc. Il a la banane. Et je lui dis, tu vois, moi, c'est là où j'ai gagné. Ah oui. Moi, c'est là où j'ai gagné parce que Hervé, il est content. Et moi, j'ai mis ma pierre à l'édifice là-dedans. J'ai fait en sorte que je puisse lui donner tout ce que je pouvais pour qu'il y arrive. Lui a fait ce qu'il fallait derrière. Et c'est là où je suis content. Et je pense que c'est ce qui nous démarque de énormément de nos concurrents aujourd'hui dans les sphères de l'immobilier et des réseaux de mandataires, honnêtement. C'est ce que j'ai entendu aussi de la part de managers d'LGM, de dire on a changé des vies, Thibaut. Tu vois, ils te le disent pas sur là, on est dans le discours, bon, on a le micro, etc. Mais tout ce qui se passe en off, et en off, dans les soirées, quand tu parles des vrais sujets, etc., où tu as les anecdotes, tu as les trucs profonds, et là, le gars, il s'arrête et il te dit, Thibaut, j'ai changé la vie de mec qui était routier, qui était, peu importe le boulot, mais qui faisait tout à fait autre chose, comme moi, finalement, qui pensait pas du tout qu'un jour, il pourrait devenir agent IMO. Et puis, il y a une question d'argent. On n'a pas parlé d'argent parce qu'il y a l'humain et il y a l'argent. Je trouve qu'on peut avoir les deux, on peut lier les deux et que ça se passe très bien. Mais il y a une question d'argent parce que je t'ai dit, je viens d'une famille d'ouvriers et de salariés. Et après, les salaires, ils sont capés, en fait, pour la plupart des gens. Et puis, on se dit, c'est une fatalité, en quelque sorte. On voit les prix qui montent. Les gens, ils se posent les questions de comment on fait les courses et qu'est-ce qu'on met dans le frigo. Et je pense qu'on a tous été là à un moment. Quand tu es jeune, quand tu es étudiant, quand tu as tes premiers boulots, tu as parlé de ton premier boulot salarié. Et aujourd'hui, je suis déjà super heureux après 18 mois d'IMO, mais ça me fait un bien fou, ne serait-ce que de pouvoir le dire. Je ne me pose pas la question de ce que je veux acheter quand je vais faire mes courses et de ce que je mets dans mon frigo. Et c'est con, mais c'est des petits détails qui finalement déjà disent t'achètes de la sérénité, on dit en toute sérénité. Et je dis pareil à ma chérie, ce que je veux, c'est de la sérénité dans ma vie. Et je trouve que ça n'a pas de prix. Et ce confort financier, petit à petit dans l'IMO, on peut l'avoir. Et comme tu as dit, on peut partir de n'importe quel métier, de n'importe où, on peut partir de zéro, on peut y arriver. Si on a une méthode, et elle y est chez LGM aussi, si on a une méthode et si on s'investit, c'est une question de temps, de profil, de parcours. Mais c'est possible. Et je pense que c'est possible pour tout le monde. Et ça me fait kiffer de pouvoir dire ça aujourd'hui, tu vois. Et sans vouloir dire, je vais me citer un exemple, c'est pas ça le but. Mais pareil, j'aime bien raconter des histoires. Ok. Et l'histoire, par exemple, de ma vie. Où aujourd'hui, oui, je suis, par exemple, fondateur, PDG d'un réseau immobilier. J'ai une autre société dans la formation. J'ai d'autres sociétés sur des investissements. J'ai pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'ai un confort de vie. Et c'est quelque chose qui, pour moi, était important. Pour pouvoir, en fait, avoir une liberté de choisir. Peut-être de choisir si je veux amener mon enfant dans telle école, manger telle chose, etc. ou autre. Ouais. Mais si on repart de la base, tu me parles de tes parents, tu me parles de tout ça. Oui. Moi, j'ai une image en tête très forte de mon vraiment premier boulot. J'étais en grande distribution. J'étais dans le sport spécialisé. Je gagnais une misère. J'étais manager. Je bossais comme un fou.
Et je me rappelle de ces pizzas, on va faire la pub, hein, pizza Sodebo. Ouais. Ça m'a marqué. Hein. C'est ces pizzas ovales, là, comme ça. Là, Ouais, je vois bien. que j'allais acheter, allez, on continue les pubs, que j'allais acheter au Intermarché du coin, en face du boulot où j'étais, pendant ma pause déjeuner. J'ai acheté ça, je crois que c'était moins de 3 € à l'époque. 2 € et quelques, etc. Parce que j'avais pas de sous. Ouais. Ok. Et je me rappelle de ces pizzas que je chauffais dans le micro-ondes dans la réserve. Et c'est des pizzas pré-cuites. Ouais. Ok. Donc je te laisse imaginer le côté plastique un peu du truc que tu chauffes au micro-ondes juste parce que c'est pas froid, c'est vraiment dégueu, pour que ça soit un peu chaud. Mais c'est pas cuit en fait, c'est à moitié cuit. Et que je mangeais ça dans ma bagnole. Je me rappelle, pendant la pause, dans ma bagnole, sous un arbre, il faisait chaud avec la fenêtre ouverte parce qu'on avait une pause de, je sais plus, 1h30 parce que le magasin était fermé. Je mangeais mon truc là avec ma petite bouteille d'eau parce que j'avais pas un rond, parce que j'étais en galère, parce que voilà. Et de te dire, je suis passé par toutes les étapes et notamment l'immobilier où j'ai beaucoup galéré quand j'ai commencé. Et j'ai pas honte de le dire parce que quand j'ai démarré, moi, dans l'immobilier, j'ai fait mon premier compromis au bout de 8 mois. Ouais. 99% des gens auraient abandonné. Et moi, j'étais persuadé, on fait la version course, mais j'étais persuadé que l'immobilier, c'était quelque chose dans lequel il fallait que je persévère parce que c'était aligné à plein de choses et que j'allais pouvoir m'émanciper, que la relation client, c'était chouette, etc. Donc, je persévérais. 8 mois, j'ai galéré. Ouais. Et après, tout s'est déclenché, tout a accéléré. Et on revient à ce que tu disais, c'est que tout est possible. Si moi, qui ne suis pas plus intelligent qu'un autre, qui ai juste eu la capacité à remonter ses manches, à se dire je ne suis pas content de ce que j'ai là, ma pizza Sodebo, putain, ça va être ça ma vie. Ça va être ça ma vie, bordel. Si aujourd'hui je galère là, quand je vais avoir des enfants, la charge liée aux enfants. Ah, j'en suis là. Voilà, qu'est-ce que je vais leur offrir si moi je mange une pizza Sodebo ? Exactement. Comment on va faire pour s'en sortir ? Et oui, on est dans un monde capitaliste, je suis désolé, il faut appeler un chat. T'échanges de l'argent contre quelque chose. L'argent, c'est pas sale. Ouais, mais on est dans un pays riche aujourd'hui où on a une chance que des enfants dans d'autres pays n'ont pas. Je ne vais pas faire pleurer, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Et je trouve qu'on a tous la possibilité aujourd'hui. Il suffit de pousser la porte. Après, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, il y a la question de mindset, etc. Après, on est accompagné par les gens. Et petit à petit, tu gravis tes marches et tu gravis tes échelons. Tu peux partir vraiment de zéro et te dire c'est pas fait pour moi, je suis nul, j'y arriverai jamais, je vais affronter les gens. Et en fait, chaque jour t'évolues. Le seul truc qu'on peut pas donner, à mon sens, aux gens, c'est la motivation pour tourner la clé dans la porte, pour ouvrir la porte, démarrer le truc et dire ah tiens, l'immobilier ça m'intéresse, je viens voir chez LGM ce que ça donne. Tout le reste après, tout le champ des possibles est là. Et c'est pas une fatalité la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Quand je vois les gens avec qui on discute, ouais, j'y arrive pas, c'est compliqué, etc. Je mange la pizza Sodebo. Ah ouais. Et ben c'est pas une fatalité et voilà, ça fait kiffer de le dire. Non mais c'est 100% ça. Et on revient à cette idée de tout est dans la tête. Tout est dans la tête parce que la majeure partie aujourd'hui des succès au sens très large du terme, tu as réussi à créer une famille et à arriver là où tu souhaitais, tu as réussi à créer une entreprise, tu as réussi à être indépendant, tu as réussi une reconversion professionnelle, peu importe le sujet. Tout ça, c'est lié à ce qu'il y a dans ta tête et à la capacité aux gens d'affronter leurs peurs, de sortir de leur fameuse zone de confort et de ce mot qui est hyper important pour moi, de persévérer, de continuer, de rien lâcher, que le chemin qu'on a en tête au début, quand on a un beau projet, comme une reconversion professionnelle, il est comme ça. Et puis, dans la réalité, il fait à peu près ça. Ouais. Ou de toute manière, si au début, il démarre bien, ça arrive. À un moment donné, de toute façon, il va partir dans tous les sens. C'est une certitude. Mais c'est la capacité à chacun à se dire, voilà, je sais où je veux aller, je persévère, je lâche rien et je sais qui je veux devenir. Tu vois ? Et moi, c'était hyper important pour moi. C'était un moteur et je voulais rien lâcher. Et j'étais sûr qu'à un moment donné, ça arriverait. Et pour tout le monde, c'est la même chose. Et tous ceux qui nous écoutent, qui sont justement sur des envies fortes, etc., d'avancer dans la vie, d'avancer sur plein de sujets, etc., mais qui ont cette faculté à s'auto-saboter. Parce que j'ai cette petite voix qui me dit « Tiens, ça serait bien de faire ça, ça serait bien d'avancer vers ceci ou de ça. » Et puis tu as l'autre voix qui t'essaye de te mettre en sécurité. Hein. Non, attention, si tu fais ça, tu auras ça, et peut-être que si, et peut-être que... Écoute-la quand même à un moment donné, oui.
mais essaye de faire un minimum abstraction et de te dire, voilà, je vais garder 10% de tout ce que me raconte cette voix-là. Voilà, parce que dans les cas pratiques, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que 90% de tout ce qu'on s'auto-imagine comme catastrophe n'arrive jamais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. On a cette capacité à vouloir des fois, on se fait beaucoup d'angoisse. Se préparer au maximum, anticiper, on n'est jamais prêt, on n'anticipe jamais assez, etc. Il faut y aller, il faut avancer. Après, des fois, c'est compliqué. Hein. Il y a des gens, et tu prends une femme qui va te dire, bah ouais, moi, j'ai peut-être envie de changer, mais je suis marié, j'ai des enfants, et si je change, si je passe de salarié à entrepreneur, peut-être que finalement, ma vie perso, peut-être ou certainement que ma vie perso, elle va être bouleversée, et que toute ma vie va être bouleversée, et que vont penser les gens autour de moi, etc. etc. Il faut beaucoup de courage aussi pour se lancer. Et je crois que j'avais entendu une vidéo de Astier, qui a fait Camelot sur Insta, et il parlait d'un discours de Steve Jobs, et il disait un truc du genre, voilà, si 3-4 jours dans ta vie, t'as de la merde, entre guillemets, ça se passe mal, c'est possible et c'est même normal, personne peut faire un perfect dans sa vie. Mais il dit par contre, si ça fait 3-4 ans que tu te sens dans la merde, grosso modo, hein, pour dire ce qui est, et t'es pas bien là où t'es, bah peut-être qu'il faut changer. Et il dit en fait, on regrettera pas d'avoir changé pour du mieux. Et j'ai adoré cette vidéo, ça m'a touché. Si ça fait 3-4 ans que tu es dans la merde et tu parles à tes copains, tu parles à tes copines, tu te dis ah, je suis pas bien, ça me va pas, j'ai pas le confort de vie que je veux, je suis pas avec la bonne personne, je suis pas dans le bon truc. Bah change, parce que ça passe vite. Donc exactement. Faut du courage, mais il y a des sacrées belles choses derrière. Et personnellement, moi ce que je trouve en général qui peut m'aider, c'est de poser les choses à plat. C'est de prendre une feuille, un stylo. J'adore ça. Ouais. Et justement, à un moment donné, quand j'ai des choix à faire qui sont cornéliens, qui sont plus importants, où vraiment il peut y avoir des étapes clés qui peuvent avancer, où je pourrais me dire, tu sais, non, j'en reste là. C'est bien ou autre. Mais où je me dis, ouais, non, j'aime bien le challenge, j'aime bien certaines choses, etc. Mais comme tu dis, où j'ai des choses qui font que je suis plus aligné depuis un certain temps et puis depuis trop longtemps, et où ça me dérange et où ça me fait grincer des dents, et ben, j'ai cette méthode, moi, aujourd'hui, de vraiment prendre sur le papier les choses et de faire une ligne au milieu. Je le faisais avec mes clients à l'époque pour le fait d'acheter un bien immobilier, tu sais, les côtés positifs, les côtés négatifs, etc. Mais je le fais pour moi-même aussi. Prendre cette feuille et de me dire, voilà, en fonction de l'objectif que j'ai ou en fonction de cette chose qui me dérange, qu'est-ce qui vraiment pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait me faire passer à un autre niveau? Qu'est-ce qui pourrait être déclenché de positif? Et aujourd'hui, le négatif qui me dérange, voilà, quels sont les impacts pour moi, personnels, professionnels, mes relations avec les gens, mes relations avec ma famille, ma femme, mes enfants, etc. Tu vois, j'essaye quand même de me poser, mais pourquoi? Pour essayer justement de faire abstraction de ma voix là, qui me fait des scénarios de fou des fois. Parce que plus on avance dans la vie, je trouve, enfin moi personnellement, plus je me mets des challenges quand même des fois costauds. Et donc, quand tu as gravi une marche, tu as envie d'aller... ouais, je serai jamais tranquille. Tu vois, je me dis, quand j'en arriverai là, c'est bon. Je suis tranquille, je fais mon petit truc, pépère, etc. Non, Nicolas, il sait pas faire. Je me vois pas à la retraite, si tu veux, avec ma canne à pêche au bord d'un lac, c'est pas mon délire. Je sais pas, j'ai besoin de projets, j'ai besoin de choses galvanisantes, j'ai besoin de risques. Ouais. Tu vois, je vois bien. Pourquoi pas, je sais pas, je suis fait comme ça. Mais du coup, j'ai appris avec le temps que ça m'aide beaucoup de me poser et mettre par l'écrit et de visualiser en fait. Plus que d'essayer de réfléchir à certaines choses avec ouais, je peux ça, mais côté négatif, etc. Où on est dans quelque chose d'abstrait, des fois trop caricatural, clairement, de me dire on va faire quelque chose de concret, sur papier, et essayer en fonction du papier de faire les bons choix. On essaye, hein. On n'a pas de garantie, mais de faire les bons choix, etc. Et ça, tu vois, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et je le pratiquais pas avant. Et je pense qu'en faisant ça aujourd'hui, je vais plus vite dans mes prises de décision. Clairement. Okay. Donc ça, c'est chouette. Écoute, comme j'ai fait des études de photo, Photoshop, etc., j'ai cette petite image de toi en pêcheur avec tes vieux habits et ton truc sur ta petite barque. Il faudrait qu'on essaie de te faire un petit montage Photoshop. Parce que des fois, on me dit, ouais, tu sais, la retraite, etc.
Et de se dire, la retraite, c'est à combien aujourd'hui 60, Je sais pas, 64, 60, un truc comme ça, non? 65 ans. Ça dépend pour qui tu votes et ça dépend combien de temps t'attends. Ouais, ça dépend. Alors moi, c'est un truc que j'ai jamais adhéré, si tu veux, ce schéma de... Enfin, j'ai jamais adhéré ici au début, mais ce schéma de je travaille et puis petit à petit, je fais en sorte que je coffre auprès de l'État quelque chose qui va me rendre à un moment donné et que je vais survivre à la fin de ma vie. Ça, j'ai dit, vous oubliez les gars. En espérant qu'on ait la retraite, etc. Enfin bref, il y a trop de si en fait. Il y a trop de si, et à nos âges respectifs, parce qu'on on a quelques années d'écart, mais on est dans plus jeune que toi. Voilà. Merci. On a plus ou moins la même horizon. Et moi, je suis persuadé que quand moi, je vais prétendre à être à la retraite, ça sera encore plus compliqué. Il n'y a pas de sous dans les caisses, c'est une catastrophe, il faut s'organiser soi-même, etc. Et pourquoi je dis tout ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai réussi quelque chose de confortable et que je voulais pour mes 40 ans, c'est que je ne suis plus obligé de travailler. Je pourrais aujourd'hui ne plus travailler. Ça, c'est beau déjà. Tu vois ? Et je suis content parce que je pense que moi, c'était quelque chose d'important. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes de pouvoir se dire, tu vois, je peux, entre guillemets, être à la retraite. Ouais. Mais je ne trouve pas de signification à ça. Je ne trouve pas de signification à me dire, et qu'est-ce qu'on fait chérie, qu'est-ce qu'on regarde à la télé aujourd'hui? Ah, mais c'est horrible. Tu vois, par exemple, il y a ma fille qui, la dernière fois, me disait, ouais, papa, est-ce que tu es déjà allé aux Maldives? Et je lui dis, non, moi, je suis jamais allé aux Maldives. Ah, c'est trop beau, etc. Je lui dis, ouais, c'est beau, mais je n'ai pas envie d'y aller. Et ma fille, elle me regardait. Quoi? Je dis, bah ouais, parce qu'il y a quoi à faire? Et je lui dis, moi, rester toute la journée sur un transat, je ne sais pas faire. Je sais, c'est horrible. Tu sais, je me sens oppressé. Ouais. J'ai l'impression de perdre ma vie. C'est une cata, tu vois. Enfin bon, on part sur des sujets qui sont tout à fait divers. Mais moi, j'ai ce besoin de me sentir utile, d'apprendre quelque chose, de faire quelque chose. C'est pour ça que je voyage beaucoup. J'aime bien me cultiver dans tous les sens du terme, etc., etc. Et alors, revenons un peu à notre idée d'immobilier, à ton parcours, à tout ça. On a compris que l'humain est au cœur de beaucoup de choses. On a compris que ça te tient à cœur. Oui, c'est clair. On a compris un peu d'où ça venait. Quelle décision tu as prise liée à ça, et notamment là, le fait de changer de réseau, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, en dehors de l'humain, il y a plein de fois où tu as évoqué quelque chose qui est vachement intéressant. C'est le côté positif. Très important, ouais. Positif de tout et de la vie. Exactement. Et dans ce que tu as pu évoquer, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu cultives. C'est quelque chose que tu as conscience. Et j'aimerais comprendre un petit peu ça, voir le verre peut-être à moitié plein, ou je ne sais pas quelle est ta vision du positivisme. Ça dépend des jours. Voilà. Mais c'est quoi ça, en fait, pour toi ? Pourquoi voir les choses comme ça ? Pourquoi ? Alors, je rebondis un peu sur le côté salarié, mais le côté salarié, fatalité, alors c'est peut-être mon passé à moi, mais qui, malheureusement, je trouve, sont trop souvent liés. Et puis, j'écoute encore une fois beaucoup les gens et je me remets beaucoup en question. Je réfléchis beaucoup. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Comment les gens se sont comportés avec moi, etc. Mais pourquoi, en fait ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce que j'ai fait qui a amené ça ? Et pendant longtemps, je pense, j'étais dans le négatif, j'étais dans le fait de me dire ouais, ça va mal, et puis tu sais, tu t'enfonces dans ton truc. Il y en a même qui trouvent des potes, des fois ils les appellent et puis les contaminent comme un virus. Ouais, Béatrice, tu sais que ça va mal, etc. Alors l'autre, elle te dit bah ouais, puis encore moi ça va plus mal, et puis t'entasses des problèmes. Et les gens, ils se confortent dans leurs problèmes, ils disent on a une vie de merde. Attends, on a une vie de merde, on est en France, tout est possible. Tu peux avoir un confort financier, tout est possible. Tu peux tout faire. Tu es allé aux Maldives, tu peux aller aux Maldives. Tout est possible. Tu peux changer de vie, tu peux aller à l'autre bout du monde. Tout peut se faire. Et c'est pas donné à tout le monde. Encore une fois, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas la même chance et qui pourront jamais le faire. Donc, j'ai beaucoup bossé sur moi-même et j'ai été un peu coaché aussi. Je suis beaucoup dans les rencontres humaines, tu vois. Alors, il y a le côté affronté, le côté qui fait peur, en tout cas pour vendre quelque chose, entre guillemets, et l'autre côté de l'humain, qui est, je m'enrichis beaucoup des gens que je rencontre. J'ai été au Québec, par exemple, pendant mes études en photo, et je suis parti de rien. Ça, c'est une anecdote que j'adore raconter. Je suis parti de rien
un gars qui était photographe pro qui s'appelle Sébastien Harbour. C'est une crème, il est exceptionnel ce gars. Et il avait fait des vidéos sur YouTube, quelques vidéos qui présentaient, des vidéos promotionnelles qui présentaient son boulot de photographe de mariage. Avec l'accent québécois, etc. Vous pouvez taper Sébastien Harbour sur YouTube, photographe de mariage, vous verrez l'accent québécois et les vidéos qui ont 10 ans, parce que j'y étais en 2013, à la fin de mes études en photo. Et en fait, le gars, je le contacte sans le connaître, d'un autre continent carrément. Je le contacte à partir de sa vidéo YouTube sur son mail. Je dis, écoutez, bonjour monsieur, je suis étudiant, je vais faire un master. Je fais un master, donc je vais faire un mémoire de recherche sur la photographie de mariage. Truc que tout le monde trouve relou, personne n'a envie de faire en France. Je dis, si, moi je veux faire ça et tout. Et le mec, au départ, il me dit, je vais te mettre en relation avec le syndicat sur place, donc à Montréal. Et puis, au final, il a tout organisé pour moi. Pendant 1 mois, j'ai été au Québec, j'ai été chez, je crois, 5 ou 6 photographes spécialisés en photo de mariage. Je dormais chez les gens, je faisais des vidéos, des interviews dans leurs locaux. Et le soir, sur le canapé, on continuait les discussions. Ça a été exceptionnellement riche et j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça dans ma vie qui m'ont ouvert les portes, qui ont été super bienveillantes, super gentilles et qui m'apportent. Et au fil du temps, je me suis dit, voilà, t'as plein de rencontres positives à faire. Encore une fois, il suffit de pousser la porte. Il faut le courage au début de pousser la porte. Et puis, petit à petit, t'es un peu plus positif. Et puis, quand tu retombes dans tes travers, tu sais, et que tu redeviens négatif, tu dis, tout va mal et tout est gris. Et t'as quelqu'un, soit ta chérie, soit quelqu'un d'autre que tu rencontres et puis qui te dit, mais lève la tête, mon gars, le ciel, il est bleu. Pourquoi tu te plains? Il fait beau, puis il est que 10h du mat. Alors oui, à 8h30, il t'est arrivé une grosse tuile. Mais bon, tu vas la réparer et puis tu vas passer une belle journée. Pas facile des fois, hein? Non, pas facile. Mais petit à petit, je m'entoure de gens qui sont hyper positifs. Ma chérie, elle est comme ça, encore plus que moi. C'est rayonnant, toujours positif, toujours le sourire. Et ça coûte rien. Et puis, putain, ça contamine les autres quand t'es positif. Tout se passe bien, les interactions se passent bien, ta vie se passe bien. Et c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Et sur la fin, tu me dis les personnes qui t'entourent. Oui. On dit souvent, on est en fait l'addition, le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Oui. Moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça que je suis à cette table, parce que t'es pas loin. À 10 000%. Mais lié à ça, moi, je sais par exemple sur mon parcours que ce cercle a été modifié plein de fois, bouleversé, etc. Que justement, le quête d'avoir un peu plus de positif dans notre vie nous fait détacher de certaines personnes, certains amis d'enfance. Tu vois? Je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Mais alors, c'est pas sur les amis d'enfance, mais si, sur les amis de départ. Mais c'est des fois aussi, malheureusement, la famille, on s'écarte de certaines personnes. C'est pas évident. Ouais, c'est ça. Mais je pense que quand on a envie d'avancer vers quelque chose, à un moment donné, on a des envies, on a des moments, on a des choses qui sont totalement différentes. Je fais le parallèle justement avec un podcast que j'ai écouté hier, je t'en parlais, là, où il faisait cette parallèle très, je trouvais, sensée, de dire quand tu avances dans la vie, quand tu passes en fait comme un peu à l'école, de classe en classe, quand tu étais, par exemple, en CM2 à l'école primaire du coin, tu n'avais pas forcément les mêmes copains qu'en 5e dans le collège ou qu'à la fac quand tu étais un peu plus grand. Et ça te paraît tellement naturel à l'école et quand tu es gamin. Et pourquoi ça ne serait pas la même chose quand tu es dans le monde adulte et où si tu as cette lueur quand même de te dire je peux continuer sur ce schéma de quand j'étais enfant, j'ai gravi plus ou moins les échelles, les barreaux de mon échelle, etc. Et à l'âge adulte, de te dire c'est pas parce que ça y est, j'ai fini l'école, j'ai mes diplômes que pouf, on stabilise. Et peut-être à un moment donné, j'ai ma petite promotion dans mon petit CDI, etc. Et puis ça, et puis fin de carrière, je suis là. Mais non, on peut rester sur la même dynamique, voire la faire encore plus parabolique. Mais c'est les décisions, c'est les prises de conscience, c'est tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est les petites voix qui te parlent, c'est tout ça qui fait qu'il faut avancer, faut avancer, faut avancer. Et le cercle, je trouve, est hyper important justement dans ces choix. Parce que la grosse différence entre quand on est à l'école enfant et quand on est adulte, c'est que quand tu es à l'école, c'est tes parents qui t'aident à avancer vers telle ou telle direction. Tu as les copains qui font que, parce que c'est rigolo de faire des bêtises avec lui, voilà. Mais c'est papa, maman qui t'ont orienté dans cette école-là. En général, après la fac et autres, c'est un peu différent. Mais plus tu avances à l'âge adulte et plus tu es mature par rapport à l'âge, pas forcément par rapport à la réflexion, c'est toi qui prends les décisions.
Et c'est là, je trouve, où l'être humain a cette capacité à trop se contenter de ce qu'il a et de se retrouver, comme tu donnais l'exemple de Kaamelott, à se regarder des fois devant la glace et à dire « Putain, ça fait des années que ça va pas. Ben, je continue dans ce délire. » Ouais, et puis c'est trop tard pour changer, et puis je sais pas quoi. Ouais. C'est jamais trop tard. On se donne des mauvaises raisons. Il y a une image que j'aime bien aussi par rapport au côté positif, c'est que tu vois, tu reprends l'image d'un sablier. Ouais. Tu te mets au milieu, et il y a 2 cônes qui sont symétriques. Et en fait, si tu pars vers le bas, tu es dans un cercle vicieux, tu mets du négatif dans ta vie. Et si tu montes vers le haut, tu es dans un cercle vertueux, tu mets du positif dans ta vie. Et en fait, quand tu es au niveau 0, tu peux mettre tu peux mettre de la merde, hein, désolé du mot, mais tu peux mettre de la merde dans ta vie et puis ajouter. Tu as quelqu'un qui t'appelle, il dit « Ouais, moi ça se passe mal », et l'autre, sa voiture est en panne, viens m'aider, et l'autre ci, et l'autre ça. Et en fait, tu construis ton cercle vicieux. Et puis, cercle vicieux, ça porte bien son nom, tu plonges en fait avec le truc. Ou alors, au contraire, tu peux bloquer absolument tout ce qui est négatif et dire, tu vois, tu parlais du positif tout à l'heure, et je construis mon cercle vertueux. Et t'ajoutes. Alors, au départ, quand tu l'as jamais fait, tu te rends pas trop compte, tu te dis, ouais, c'est cool. Sauf que quand tu as 4, 5, 6 choses positives, ou même ne serait-ce que des appels, des messages de potes positifs dans la journée, tu te rends compte que d'un coup, t'es quand même surélevé. Ouais. Et puis, tu réussis des choses que tu réussirais pas normalement. Et ton cercle, la même chose, de la même façon qu'un cercle vicieux, ton cercle vertueux, il pousse comme ça. Et Chouette. ça te pousse. Je trouve cool. ça génial. Tu nous as donné beaucoup de contenu de super qualité sur ta façon de voir les choses, ton parcours, et je t'en remercie. Et j'aimerais finir ce podcast sur une petite question. Une question qu'à l'époque, quand j'ai créé LGM Immobilier, je posais quand je faisais le recrutement. Puisque j'avais pas de salarié, j'avais pas la chance d'avoir Laure à mes côtés. Ouais. J'étais Shiva, je faisais recrutement, service mandat, communication. On va te faire une photomontage Shiva aussi si tu veux. C'était un sacré moment au début. Franchement, c'était hard. Et je remercie ma femme qui m'a toujours soutenu. Justement, on parlait du soutien vraiment très important quand quelqu'un se lance dans un projet corps et âme et qui délaisse justement le côté affectif d'une relation, parce qu'on ne peut pas être partout. C'est vrai. Et donc à l'époque, je faisais moi le recrutement. Okay, et c'était différent d'aujourd'hui où je tenais, parce qu'on faisait vraiment du local déjà au démarrage, donc je tenais absolument à rencontrer physiquement les personnes et discuter de plein de choses, etc. Parce que je voulais comprendre un peu l'état d'esprit qu'ils avaient. Et je posais une question. Et je veux te poser cette question. Parce que je ne sais pas si à un moment donné, tu te l'es posée à toi-même. Et si tu as eu le temps d'y réfléchir. Je suis prêt, Nicolas Markovic. Qui voudrais-tu être dans 10 ans ? J'ai le droit de donner la vraie réponse. Tu fais ce que tu veux. Tu peux donner un joker. Je peux être que authentique. Dans 10 ans. Hein. J'ai 33 ans, donc dans 10 ans, j'aurai 43. Florent Combe, il a 42 ans. Je me trompe pas. Ouais, je crois. Ouais. Je crois qu'il a 42, toi, t'as 40. Ouais. Alors, j'adore ce que tu fais. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, etc. J'ai suivi déjà pas mal de tes interviews. J'ai beaucoup d'ambition aussi. Je veux pas forcément avoir ta place parce qu'il y a beaucoup de... Même si je suis très ambitieux, mais je sais que tu as beaucoup de responsabilités et qu'il y a beaucoup de choses à gérer aussi. Quand je suis rentré là, chez LGM il n'y a pas longtemps, je me suis dit, dans 10 ans, je vais être Florent Combe. Alors, à ma façon, mais je me suis dit, je veux le lifestyle qui me fait rêver. Je veux le confort financier. Alors, c'est pour moi, mais c'est surtout pour ma famille. Je veux pouvoir être bien installé, avoir une maison, etc. J'ai différents projets. J'aimerais aider les autres. Et j'ai adoré quand tu as dit au départ que tu aurais aimé avoir ce genre de... Tu l'as dit en off, mais que tu aurais aimé avoir ce genre d'installation, ce genre d'opportunités et que tu les donnes, tu les offres à d'autres aujourd'hui. Donc, je te remercie encore. Et j'espère que je pourrai le faire à mon tour. Et surtout, toujours en restant connecté avec mes valeurs. Et voilà, si je peux réussir financièrement et réussir mes projets en conservant mes valeurs et le transmettre après à d'autres, encore une fois, le transmettre à mes enfants, là, je serais très content. Et puis, il y a 10 ans, je pensais que construire son propre projet, être le boss, être à la tête du truc, etc., c'était important. Aujourd'hui, être intégré dans un projet, l'aider à monter, en tout cas, il m'aide aujourd'hui, et puis peut-être moi aussi renvoyer la balle demain
et faire partie plus intégrante, être plus impliqué dans LGM Immobilier, par exemple, dans 10 ans, eh ben, avec plaisir. Très beau projet. Plein de valeurs et ça retranscrit bien, je pense, qui tu es et sur la lignée sur laquelle tu as décidé d'être aujourd'hui. Exactement. Super. Merci Thibaut pour ce moment. Merci à toi. C'était super. C'était génial. À bientôt. À bientôt.